Bonjour tout le monde, mon nom c'est Glenn. Je suis cofondateur de la Clinique Opus ici. Je suis kinésithérapeute. Puis c'est la première fois qu'on fait ça, surtout en avant du monde qui sont membres ici au Clinique Opus. Mon collègue Nadine va m'aider avec ça, qui est psychothérapeute ici à la Clinique Opus. Puis ce soir, on va parler de la douleur chronique. La douleur chronique. Pour nous autres, c'est comme, on est sur le côté paramédical. Ça, c'est un peu différent que, disons, que la façon que peut-être un médecin va traiter au niveau de la douleur chronique. On va peut-être mettre un peu de choses en question, peut-être. On va voir. Pour moi, je travaille plutôt sur ce côté physique, biomécanique, au niveau de la douleur chronique. Nadine, c'est surtout ce côté psychologique. Mais pour moi, on ne peut pas séparer les deux. Les deux fonctionnent complètement ensemble. Un affecte l'autre. Puis c'est un peu ça qu'on veut. On veut démystifier un peu la direction qu'on va avec tout ça à ce moment, parce que je trouve qu'on va dans une mauvaise direction au niveau du traitement de la douleur chronique. La douleur chronique. Souvent, les médecins vont dire qu'après 3 à 6 mois, toutes les douleurs qu'on a, physiques, vont être considérées chroniques. OK? C'est un phénomène complexe. Il y a un aspect multidimensionnel, sensoriel. Il va y avoir aussi un affectif émotionnel, cognitif et comportemental. Je suis anglophone en passant. Sois patient avec moi. Puis il y a 2 écoles de pensée, qu'il s'agit que d'un symptôme ou comme une maladie en raison des changements neurochimiques. OK? Pour moi, la douleur chronique, il y a Dr. Leblanc une fois qui m'a dit, parce que j'ai écrit toutes sortes de choses sur la douleur chronique, puis qu'est-ce que tout le monde pense, c'est quoi que je pense c'est la douleur chronique. Pour moi, la douleur chronique, c'est simple. C'est la douleur aiguë qui est maltraitée. OK? C'est juste ça. Si on traitait la cause d'un certain problème dès le début, on aurait beaucoup, beaucoup moins de douleur chronique. Ça serait facile. On rentre avec j'ai mal au genou. C'est quoi la première chose qu'on fait? On peut prendre un anti-inflammatoire pour diminuer la douleur au niveau du genou. Oui. Après ça, bouge pas. Il y a des fois qu'on dit « ça fait mal quand je fais ça », on se fait dire « mais arrête de faire ça ». C'est comme stupide dans un sens parce que ça ne fait aucun sens. La question devrait être pourquoi ça fait mal quand je fais ça. Répondre à cette question-là. Puis, si tu vis pour faire ça, c'est juste ça que je veux faire dans la vie, bien pourquoi on avait ça de cette personne? C'est une simple question. Pourquoi ça fait mal quand je fais ça? Si on est capable d'aller chercher la cause de quelque chose, les symptômes vont vraiment disparaître. Mais on ne fait pas ça. On va médiquer surtout. On met des passements sur nos symptômes. Ce n'est pas la réponse. Puis c'est la direction qu'on va à ce moment. Pour moi, tout ça, ça veut dire que tout simplement, on traite les symptômes, on ne traite pas les causes. OK? La douleur chronique, c'est vraiment la douleur aiguë qui est vraiment maltraitée. Il y a d'autres hypothèses, des souffrances psychologiques, l'expérience d'abandon, de violence physique, d'abus sexuels, etc., pourraient aussi s'exprimer sous forme de douleur. En effet, d'après la définition de l'International Study of Pain, la douleur n'est pas seulement une expérience physique, mais aussi émotionnelle. Quand je dis qu'on ne peut pas séparer les deux entre la douleur physique et la douleur émotionnelle, si on cherche la cause, souvent on va voir que la cause est plutôt un trauma émotionnel. Ça va vraiment avoir un effet au niveau du comportement. Okay? Si on ne répond pas à cette douleur ou cette trauma émotionnel, ça peut créer toutes sortes de problèmes dans la vie de quelqu'un au niveau stress, anxiété, qui va avoir un effet primordial. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? On traite la douleur dans le genou. On traite la douleur au niveau de la migraine qui est portée avec cette posture. La tête, on est comme ça quand on est dépressé, trauma émotionnel, on ne répond pas à ce problème, on commence à faire toutes sortes de symptômes physiques, biomécaniques.
puis on essaie de répondre à la problème biomécanique. On manque complètement le bateau en faisant ça, parce qu'on ne répond pas à la cause qui était plutôt un trauma émotionnel. So, tu ne peux pas séparer les deux. Je voulais dire question, mais non, on ne dira pas question. Qui souffre de la douleur chronique? Au Canada, 29% des adultes âgés de 35 à 54 et 39% des adultes de 55 ans et plus. OK? Dans les compilations au Canada, France, Australie, tout ça, la douleur chronique toucherait en moyenne 36% des adultes. OK? Puis cette chiffre monte incroyablement. Les femmes sont plus sujettes à la douleur chronique. On sait que le testostérone protège les hommes. Personne ne savait, hein? On va dire que les femmes sont vraiment pas chanceuses. On voit, c'est plutôt des hommes ici aussi. Pauvres femmes, hein? Menstruation, accouchement, pierre au rein. Je sais que les hommes vont l'avoir aussi, mais c'est surtout une maladie des femmes. Vivre avec les hommes en certains cas. Mais les femmes sont plus sujettes à la douleur chronique. Le problème avec tout ça aussi, c'est la façon qu'on traite la douleur. Des fois, c'est on va directement à, disons, des opiacés. Les opiacés vont faire quoi à la douleur? Surtout pour les hommes. Ça va baisser le niveau de testostérone qui protège contre la douleur. Là, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils vont donner des patchs de testostérone pour protéger. Ça ne fait pas de sens, vraiment. Puis, au niveau de la relation entre les oestrogènes et la douleur, ce n'est pas tout à fait complètement clair. La façon qu'on traite, la façon qu'on est supposé traiter la douleur, physiothérapie pour activité. On est supposé aussi de NSAIDs, so aspirine, Tylenol, des choses comme ça. Right? Puis on est supposé de vraiment encourager l'activité. Puis ça a été le protocole fait en 2007 par la communauté médicale. Puis qu'est-ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on va dans une direction complètement opposée. Hein? Mais non, mais ce n'est pas nous qui décidons. Excuse-moi pour... Je fais ça souvent. Ça, ce n'est pas un protocole fait par nous-mêmes au niveau paramédical, mais oui, exactement. So, les médecins sont supposés de vraiment suggérer, avec une douleur aiguë, sont supposés suggérer des Tylenol, des choses comme ça, activité, physiothérapie, des choses comme ça. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on va dans une direction complètement opposée. Parce que si on voit au niveau des médications, puis je m'en vais tout partout, ça, j'ai besoin de quelqu'un. J'aimerais remercier Michael Gregson et son équipe de AbbVie pour vraiment nous aider dans cette présentation. Puis c'est là que, compagnie pharmaceutique, qui pense vraiment en dehors de la boîte dans un sens, puis redonner à la communauté. So, c'est grâce à eux autres qu'on fait ce genre de choses comme ça ici pour vous autres. Okay? Michael Gregson, merci beaucoup. Mais dans l'autre sens, on voit que de 2000 à 2010, au niveau des médications, ça augmente ou ce que c'est supposé diminuer un peu. Hein? On voit que quand on fait des références, on est supposé d'envoyer chez physiothérapie, kinésithérapie, des choses comme ça. Mais on voit plutôt à autres efficients qui vont être des neurologues. So, quand je rentre, puis 51% et plus des patients qui viennent voir un médecin, c'est pour des problèmes biomécaniques. J'ai mal dans le bas du dos, ça irradie dans mon fessier un peu. Je te réfère à un neurologue. Neurologue, qu'est-ce qu'ils vont faire, première chose? Puis je généralise, OK? Je ne dis pas si la loi est écrite, là, en béton, mais normalement, il t'envoie chez le neurologue. Le neurologue va faire quoi? Résonance magnétique. Ça va complètement contre. Puis si on voit au niveau de la résonance magnétique, de 7,2 en 2000, ça monte à 11,3. Si on regarde physiothérapie, ça baisse. Autre efficient, neurologue, augmente aussi. So, on va complètement dans la mauvaise direction. Puis, ces tendances montrent une augmentation en maladie cardiovasculaire et une augmentation de 200% en mortalité due à l'abus de l'utilisation des opiacés.
OK? Ce n'est pas tellement la maladie qui compte, mais la réponse du malade à sa maladie. So, pour ceux qui ne parlent pas en anglais, Charlie Brown, tout le monde connaît Charlie Brown? Ils disent que ça, c'est mon stance. Comment on dit stance? Posture. Oh my God. Kinésithérapeute qui ne savent pas le mot posture. C'est parce que je le dis tout le temps, c'est pour ça. Mais ça, c'est ma posture de dépression, disons. So, ils disent que quand vous êtes en dépression, ça fait vraiment une différence de façon, notre posture est vraiment, OK? So, la pire chose que je peux faire quand je suis vraiment en dépression, c'est de me mettre debout, la tête ici, parce que je vais commencer à me sentir mieux. So, si je vais atteindre une joie dans ma dépression, il faut que je baisse. So, dans un sens, c'est pas tellement la maladie qui compte, mais la réponse du malade à sa maladie. Okay? Qu'est-ce qu'on a le faire? On essaie de faire sur ce côté paramédical, avec tout ce que je viens de dire, c'est que il y a des centres qui leur approchent à la douleur chronique à ce moment, parce que la douleur chronique est vraiment le nouveau buzzword. Tout le monde... regarde ici, je pense que dans une journée, on avait une quarantaine de personnes qu'on avait une limite dessus. C'est un sujet qui est vraiment très important à notre société à ce moment à cause de l'augmentation de tout ça. Puis on n'a pas vraiment de réponse. On souffre sans vraiment avoir une réponse à pourquoi on souffre, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette souffrance-là. Puis pour moi, il y a certaines choses que je sais que C3, Jeune Mance, il y a un nouveau programme de douleur chronique. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est Joël, mon collègue, l'autre kinésithérapeute qui m'a donné toutes ces choses-là. Mais les autres, tu sais, avant de voir quelqu'un, il y a des physios, des médecins, puis des psychologues. Puis avant de le voir quelqu'un, il faut que tu répondes à 24 pages de questionnaire pour... Je sais pas, je pense qu'on manque le bateau encore. Puis en tout, il y a comme 64 pages de questionnaire à répondre pendant une période de 6 mois quand tu te fais traiter. Mais où est-ce qu'il y a cette connexion? On ne parle même pas à l'individu, on le met dans une boîte, puis on décide comment on va le traiter avant qu'on voit cette personne. Puis on demande aux autres de remplir un questionnaire. Moi, cette connexion, c'est empathie. C'est quand moi, je viens chercher quelqu'un puis je le parle. Je le vois en avant moi. C'est important de faire cette connexion. Je parle à un individu, pas à un questionnaire. Je pense que c'est important. Je pense que tout le monde prend la douleur chronique comme très important en ce moment. Mais la façon la direction qu'on va, c'est vraiment pas la bonne direction. So, pour moi, dans l'approche, c'est qu'il faut qu'on cherche la cause. Il faut qu'on développe des thérapeutes qui vont être capables de voir est-ce que ça vient plutôt d'un problème psychologique, est-ce que c'est un problème physique. Okay? Puis je ne dis pas qu'on commence à croiser dans... Moi, je suis kinésithérapeute, je vais commencer à sortir de mon champ d'expertise, puis moi, je vais être le psychologue ou le psychiatre. Non. Il faut qu'on travaille en équipe. OK? Mais il faut qu'on cherche la cause, parce que si on ne traite pas la cause, les symptômes continuent. Quelqu'un va te soulager une semaine, 2 semaines, ça revient. Parce qu'on ne met pas notre doigt sur la cause d'une situation. Il faut qu'on réintroduise le mouvement dans les tissus. Je vais t'en montrer une vidéo. 5 minutes seulement. Puis c'est en anglais, par exemple. Excuse-moi. C'est un Américain, il ne parle pas français, ça. OK? Mais pour moi, le problème des fois, c'est il va parler des blessures. Si à un moment donné, je blesse mon épaule, il va voir comme, il appelle ça de fuzz speech. OK? Les adhérences entre les tissus qui devraient glisser ensemble. Right? Nous autres, on crée des adhérences dans ces tissus. Dans ces tissus, disons, je vais me dormir, j'ai blessé mon épaule. Quand je me lève, je ne m'étire pas, je ne vais pas chercher mon amplitude de mouvement. Mais ces adhérences, le deuxième soir, ça va être 2 soirs d'adhérence, troisième. Ça peut être
2, 3, 5 mois, 1 an d'adhérence. Penses-tu que je vais être capable d'aller chercher mon amplitude de mouvement? Non. So, pour nous autres, comme kinésithérapeute, au niveau de la côté physique, Nadine va parler de psychologique après, il faut qu'on réintroduise le mouvement dans ces structures. Puis, là, je vais parler, puis ça ne vaut rien d'abord. Et de créer de l'espace, de l'équilibre et de la sensibilisation. Pour moi, comme kiné, puis qu'est-ce qu'on fait sur le côté physique, c'est de créer de l'espace dans la posture, dans la structure. OK? De créer un meilleur équilibre. Right? Puis aussi, essayer de créer une conscience en soi. Essayer de faire comprendre aux clients c'est quoi qu'on voit, c'est quoi le problème, comment que les autres peuvent aller chercher cette amplitude de mouvement. All right? So, il faut qu'on crée cette autonomisation. Pour moi, je suis un guérisseur, healer. Je suis un facilitateur, je suis comme un coach. Je vais essayer d'aider à quelqu'un. Pour nous autres, moi, peu importe si le médecin, c'est kiné, c'est psycho, whatever. Il faut qu'on redonne le pouvoir aux patients, aux clients. OK? C'est pour moi de vous montrer qu'est-ce que tu peux faire, les changements que tu peux faire, très peu de changements, pour aller chercher d'être fonctionnel au niveau de société, comment retourner au travail, comment de diminuer ta douleur, même juste un peu, ça va être des miracles. Mais c'est de redonner le pouvoir aux patients, aux clients. C'est eux autres qui vont faire la différence. Je dis toujours, quand la personne qui débarque ma table, c'est quand il débarque la table, qu'est-ce qu'il fait après qui va faire la différence? En anglais, on dit, on amène un cheval à l'eau, on ne peut pas le faire boire. Je ne sais pas si ça se dit en français. Est-ce que, oui? Peut-être que non. Mais il faut qu'on redonne le pouvoir aux clients. OK? Puis suivez. Souvent, je te donne un étirement à faire, je te donne quelque chose à faire. Bye, ciao, salut. Il y a des choses que je montre des clients des fois, assez simples, c'est niaiseux. Mais il prend ça, il retourne à la maison, là, il revient, puis je vais le savoir si tu le fais ou ne le fais pas, là. C'est sûr et certain que je vais le savoir. Il fait même plus que je l'ai dit, mais il ne fait pas comme il faut. Il faut faire ton suivi. Il faut vérifier si les clients vraiment embarquent. C'est comme un contrat. C'est la seule façon qu'on va être capable d'encourager. Qu'est-ce que d'autre? Non, ça c'est Nadine. Nadine. OK, ça c'est la vidéo. Ça dit tout au niveau physique. OK? Good. Yeah, we're good? Yeah. So here's the thing about the fuzz. I'm going to try and do it at a count. Okay. So we've seen the fuzz. You can see it now. I'll put it in over my voice. The fuzz yields to my fingertip. Sometimes I come across a stronger, thicker strand that doesn't yield to my fingertip. That represents older fuzz sometimes, or maybe it represents a nerve. But each night when you go to sleep, the interfaces between your muscles grow fuzz, potentially. And in the morning, when you wake up and you stretch, the fuzz melts. We melt the fuzz. That stiff feeling you have is the solidifying of your tissues. The sliding surfaces aren't sliding anymore. There's fuzz growing in between them. You need to stretch. Every cat in the world gets up in the morning and it stretches its body and it melts the fuzz in the same way that the fuzz melted when I passed my finger through it. When you're moving, it's as if you're passing your finger through the fuzz, just like I did on the cadaver form here. So you have to stretch and move and use your body in order to melt that fuzz that's building up between the sliding surfaces of your musculature. The sliding surface, those shiny white surfaces of the rectus femoris sliding against the vastus intermedialis. So these sliding surfaces are all over your body,
and the fuzz is all over your body. And as you move, you melt the fuzz. Now, what happens if you get an injury? Ah, my shoulder. My shoulder is stiff now. I'm holding my shoulder. I go to bed. I wake up in the morning. I don't stretch my shoulder. I'm afraid it hurts. So I'm walking around like this. Last night's fuzz doesn't get melted. I go to bed. I sleep some more. Now I have 2 nights' fuzz built up. Now 2 nights' fuzz is more fuzz than 1 night's fuzz. What if I have a week's fuzz or a month's fuzz? Now those fuzz fibers start lining up and intertwining and intertwangling, and all of a sudden you have thicker fibers forming. You start to have an inhibition of the potential for movement there. It's no longer simply a matter of going, oh, stretch. Now you need some work. Now you might need to do a more systematic exploration of that place to restore the original movement that you lost. And usually this is the case. We have a temporary injury, then we restore our movement. But sometimes we call this aging, the buildup of fuzz amongst the sliding surfaces of our bodies so that our motion becomes limited, the limit cycles become introduced into our normal full range of motion, and we start to walk around like this. We're all fuzzed over. Our body is literally solidifying. We're reducing our range of motion in individual areas of our body and for our entire body in general. So I believe that one of the great benefits of body work, whether it be massage or structural therapies or physical therapy or any kind of hands-on therapy, these types of therapies introduce movement manually to tissues that have become fuzzed over through lack of movement, whether the lack of movement is because of an injury and a person is protecting that injury, or because of personality expression. It was many years when I just walked around like this. I was very still and monk-like. So, and then I became a little more dynamic in my personality when I realized what I was doing to myself and the kind of life that I wanted. So, you can grow fuzz by choice or by accident or whatever, and yet here, now you've heard the fuzz speech, you know that you can take responsibility for melting the fuzz, and if there's too much fuzz in your body and it's frozen up, you might want to seek help in order to introduce movement so that the new cycle is a little more movement and a little more movement and a little more movement instead of a little less movement, a little less movement, a little less movement. Fuzz represents time. The easier it is for me to pass my finger through the fuzz, the less amount of time it's been there. If I got to whip out my scalpel to dig my way through one otherwise sliding surface and another, you know that that's been building up for a long time. So you can actually see time in fuzz. That's the fuzz speech. Nadine, je pense qu'elle va parler de ça quand on parle un peu plus au niveau, c'est quoi ce côté psychologique, puis, parce que ça joue ensemble, hein? Elle va montrer le cercle vicieux, tout ça. Mais en place de, même quand on se blesse, hein, on va protéger, on va avoir des postures antalgiques. OK? Ça fait mal aux genoux, mais je suis sûr que je vais boiter. Mais je vais continuer à boiter même si le genou est correct. Puis ça devient un problème parce que là, on fait des compensations. Puis là, on ne fait pas le mouvement parce qu'on pense que ça va faire mal. So, l'idée, c'est... Puis je peux te dire, j'ai comme toutes sortes de blessures sportives. J'ai 16 pins de métal, 16 pins, puis 2 plaques de métal dans ma cheville à cause d'un accident de rugby. Puis les autres, ils ont dit que je vais boiter le reste de ma vie. 2 chirurgies. Non, je ne boite pas. Je manque des muscles. Bien, ils sont là, mais ils sont comme atrophiés un peu, puis maigris un peu dans l'autre partie de moi. Mais l'idée, c'est qu'il faut aller chercher cette amplitude de mouvement chaque jour. Ça va être sensible, oui. La chose que dans tout ça, c'est que souvent, on voit du monde, puis ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3, 10 ans qu'ils cherchent une réponse, sont en douleur chronique. Là, ils viennent nous voir parce qu'on est la dernière personne à voir. Mon dernier espoir. Ça fait déjà 10 ans là, il faut qu'on essaie de découvrir ou dépiler cet oignon. Non, ça ne dit pas, hein? Dépiler? Ça, on est rendu comme, wow, c'est pas évident. Mais c'est pas trop tard non plus. C'est juste, il faut qu'on change ce cercle vicieux, commence à traiter des choses quand ça arrive. Si on fait ça, il y a beaucoup de choses qu'on souffre avec à ce moment qui ne devraient même pas être là, à mon avis. J'ai une question, Glenn. De ce que je comprends de vidéo, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le mouvement continuellement, même si ça fait 10 ans, par exemple, moi, si je reçois des clients
grande douleur et tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps, évidemment, pour eux à ce qu'éventuellement, il y ait presque plus de douleur. Mais en fait, L'idée, c'est d'aller chercher, d'introduire le mouvement au système, d'encourager la personne. Regarde, un capsulite. On va introduire le mouvement jusqu'au temps que la personne va être capable. Mais la personne, il faut qu'elle embarque aussi. Mais si on introduit le mouvement, puis la personne, on l'encourage, on donne les outils pour le client d'être capable de le faire, que les clients vont aller chercher un peu à la fois. Elle va être capable d'aller chercher un peu de mouvement. Est-ce que ça va être sensible? Oui. Est-ce qu'il va y avoir la douleur? Oui, il va y avoir des petites affaires. Mais c'est d'encourager. Mouvement, c'est la vie. Moi, je ne veux pas être la personne à l'âge de 66, 67, d'être sur mon balcon dans une chaise roulante à regarder tout le monde marcher en avant de moi. Honnêtement. Puis le plus vieux qu'on devient, le plus actif faut qu'on soit. Honnêtement. Mais est-ce que ça va être parfait? On est asymétrique. La perfection n'existe pas. C'est d'aller chercher un peu à la fois. Il faut être en mouvement. OK? Il faut arrêter de masquer les choses que le corps humain essaie de nous dire. On prend l'anti-inflammatoire, on prend une réaction musculaire, ça masque tout. Est-ce que je suis contre les médicaments? Pas du tout. Je ne crois pas que du monde devrait être en souffrance aiguë constamment parce que ça crée d'autres problèmes. Mais je ne crois pas que ça devrait être la solution primaire. Dégage au niveau de la douleur aiguë pour que la personne soit capable de fonctionner. Mais là, va aller chercher la cause, répondre à la cause, pourquoi la personne est comme ça. Si tu réponds à la cause, tous les symptômes vont disparaître. C'est pas facile, c'est plus facile à dire que de le faire, mais c'est pas si compliqué que ça, honnêtement. C'est juste qu'il faut qu'on commence à changer cette mentalité. C'est mon opinion. Je suis sûr que c'est l'opinion de beaucoup de monde aussi, mais... J'ai peur de dire, est-ce qu'il y a des questions? Oh, oui. C'est pas une sorte de fuzz, là. C'est quoi cette fuzz-là? Fuzz, c'est du fascia, c'est des tissus conjonctifs. Ça, c'est des adhérences qui peuvent peut-être se filmer. Toxines, c'est quoi? C'est Des toxines. C'est pas une toxine, non. OK, vite. Fascia. Fascia, c'est l'organe de la structure. Ça enveloppe tous les cellules dans le corps. So, si on prend un orange, l'orange, c'est de l'enveloppe, on enlève ça. Ça, c'est du fascia. Après ça, on va avoir le blanc de l'orange. OK? On enlève ça, c'est une autre enveloppe. Là, on peut avoir les corps de l'orange, une autre enveloppe. On peut enlever ça, on va avoir des globules qui sont enveloppés. Puis sur le fascia, va être vraiment cet organe de la structure. Si on enlève tout le fascia, mais on aura quoi? Du jus à terre. Sur le corps humain, c'est la même chose. Puis chaque cellule, il faut qu'ils glissent entre eux. Mais on peut créer avec les blessures. Ça peut être juste la posture en avant de l'ordinateur pendant 8 heures par jour qui va commencer à créer des délaxations. Ça va... le fascia tissu conjonctif va devenir plus épais dans certains endroits. Puis là, ça commence à avoir un effet sur le mouvement. Sur la structure, va dicter le fonctionnement. Je ne vais pas aller, parce que c'est avec vous autres, je ne vais pas rentrer dans la physiologie de fascia, mais c'est ça le fuzz. C'est les adhérences qui vont avoir un effet au niveau de glissement. C'est une anomalie qui se développe. Une quoi? Une anomalie. C'est quelque chose en défaut qui se développe par Oui. une action, une mauvaise posture, ou Oui. mauvaise habitude. Oui, exactement. Anomalie, quelque chose. Yeah. Tu avais une question, je pense que... Moi, ça répond partiellement à ma question. Je veux savoir, pour être sûr que je comprends bien, aussitôt qu'il y a un arrêt de mouvement, le tissu conjonctif commence à s'activer, peu importe le temps de faire durer ou quoi que ce soit. Si j'ai bien compris, plus qu'on attend, l'intégrer aussi pour le discours. Parce que qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est quand quelque chose fait mal, mais bouge pas, fais-les plus. Mais c'est moi, même j'ai pas de douleur. Je me reste comme ça pendant 2 mois. Essaie de me soulever mes bras par-dessus ma tête. Juste là, ça va être... je vais arriver. Ça ne serait pas tout à fait fluide. Peut-être que oui. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on encourage le mouvement.
OK? Aller chercher. Ça fait mal, oui. Je ne veux pas que du monde commence à faire des mouvements avec la douleur aiguë. Mais non, tu arrêtes avant ça. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un peu à la fois. OK? Il y a de la 45 minutes. Je suis où, là? Nadine va le pire que moi, parce que là, elle va rentrer dans le mental de tout ça. Mais il y a une nutrition qui va être très importante. Exercice, nutrition, même Hippocrate, père de médecin moderne. C'est à quoi les deux choses les plus importantes? Nutrition, exercice, move. Peut-être que oui. S'il y a du mouvement, on va garder ça là. OK? So, oui, anyway. Si je fais une autre chose pour vous autres, puis tu veux faire la physiologie de fascia, tout ça, ça serait peut-être plus profond de cette conversation ici, mais oui. Dans un sens, oui. Il y a des choses que je veux dire, mais je vais arrêter là. D'autres questions? Oup, oup. Mais merci beaucoup pour ta patience. Alors, je me présente en premier. Je m'appelle Nadine Garios. Je suis psychothérapeute ici à la clinique. Je travaille avec mes collègues ici dans, pas juste la douleur chronique, je travaille dans tous les autres aspects de ce qui touche la psychologie. Je vais expliquer pour moi, c'est quoi le mental dans la douleur. Pour moi, c'est important, ça veut dire tout ce que Glenn a dit. Moi, je vais peut-être juste rajouter les points que je trouve qui touchent à l'aspect psychologique ou à l'aspect mental et comment on développe ce qu'on appelle des distorsions cognitives ou des distorsions mentales qui font en sorte que la douleur persiste. Quand je parle de douleur chronique. Le ISPA, l'International Association for Study of Pain, donne comme définition, suggère au fait, comme définition de la douleur chronique. C'est une expérience sensorielle, il l'a mis Glenn tantôt, émotionnelle, désagréable, associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel. Ça veut dire, ça se peut que ça ne soit pas réel non plus, ou décrite en termes d'un tel dommage. Moi, j'ajouterais aussi, c'est une expérience subjective. On ne vit pas la douleur tous de la même manière. Chacun vit la douleur à sa manière, en fonction de son histoire, en fonction de comment il a été interprété. C'est ça ce que je vais expliquer un peu plus en avançant. C'est comment moi j'interprète ma douleur, qu'est-ce qui fait en sorte que ma douleur fait en sorte que je suis plus fonctionnelle, oui ou non. La douleur, après tout, c'est une expression de détresse intrapsychique dans un langage de plainte corporelle. Parce que pour moi, oui, peut-être Glenn parle plus de tout ce qui est douleur chronique physique. Moi, je peux voir des gens qui ont une douleur chronique qui n'est pas juste physique. Ça veut dire, moi, je ne peux pas savoir la cause, je ne travaille pas dès le début avec eux, mais ça se peut que ce soit un stress, ça se peut que ce soit un traumatisme, ça se peut que ce soit un accident, ça se peut que ce soit parfois des choses qu'on ne donne pas assez d'importance, mais qui font en sorte que ça intervient, ça nous affecte dans notre corps. Comme il a dit, quand je vis une émotion, je me ferme. Notre corps est fait en sorte, notre organisme, pas juste notre corps, donc l'organisme physique et mental, on veut tout le temps éviter la douleur. On ne veut pas souffrir. On est fait en sorte pour éviter la souffrir. La souffrir, c'est quelque chose de très dangereux. On ne veut pas le vivre. Donc, on développe des mécanismes de coping ou d'ajustement pour éviter de sentir cette souffrance. Parfois, ces mécanismes, ça marche toujours au début, mais parfois, à la longue, ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de s'en sortir et on reste prisonnier. Comme un peu le fuzz que Glenn a expliqué, mais c'est un fuzz mental. Au début, ça marche, ça fait bien, j'arrive à fonctionner, à gérer ce qui se passe, mais plus j'avance, plus je suis dysfonctionnelle dans mes manières d'être, dans mes manières de vie. Et c'est vraiment à cause de tous ces patterns qui se développent à fur et à mesure. Donc, la première composante, c'est la sensilo-discriminative. Ça, c'est les mécanismes neurophysiologiques qui permettent le décodage de la qualité, la durée, l'intensité et la localisation. J'aimerais juste ajouter ici la douleur aiguë, en psycho, je dirais, ça ne reste pas pour longtemps. Parce que sinon, notre système émotionnel fait un crash. Donc, quand on vit une douleur, on peut la sentir,
Mais l'intensité aiguë à long terme, non. Donc, ce qui reste, on vit un accès, on vit un top avec une douleur aiguë. Ensuite, ça descend, mais on reste avec cette peur de revenir ici. Et c'est ça le plus difficile, parce que en tout cas, j'ai une blessure au genou et ça me fait mal, et si j'ai peur, donc oui, ce qu'il a dit Glenn, je fais des compensations physiques et mentales, parce que, moi c'est ça, c'est la partie que je vais partir, comment je fais des compensations mentales pour ne pas sentir cette douleur ou pour ne pas en arriver vers. Donc la sensation comme telle, le lieu, je peux le sentir, mais c'est qu'est-ce que je fais pour trouver des moyens de s'en sortir. La composante affectivo-émotionnelle, c'est la perception, c'est comment je perçois la douleur. La signification, l'incertitude font partie de... La signification que je donne à la douleur, ça varie en fonction de mon histoire, mon historique. La douleur, si je vis dans un monde où la douleur est favorisée, ben, je vais aller dans la favorisation de la douleur. Si je vis dans un monde où la douleur n'est pas favorisée, je vais aller dans l'autre sens. Donc, disons, une mère qui, pour elle, non, tu ne peux pas avoir mal. Ben, c'est sûr que ma tolérance à la douleur n'est pas la même que quelqu'un qui « Oh mon petit, qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc, ça commence à faire une distinction de comment je perçois la douleur et l'importance que je donne à la douleur. Je ne dis pas que il ne faut pas donner de l'importance à la douleur, mais je dis qu'on vit chacun avec un bagage émotionnel, historique, qui va vraiment loin, qui va vraiment, vraiment, vraiment loin. Ça veut dire, même dans l'embryon de nos parents, eux, ils vivaient des histoires qui faisaient en sorte que leur expérience avec la douleur n'est pas la même avec la mère qu'avec la père. Donc, ce qui fait que notre perception et notre signification de la douleur n'est pas la même. On ne vit pas tous la signification de la douleur avec la même chose. Donc, c'est une tonalité désagréable, pénible, parfois insupportable, qui peut se prolonger pour l'anxiété ou la dépression. Donc, et quand je dis, moi, douleur chronique, pour moi, ce n'est pas toujours une cause physique, ça peut être une douleur chronique émotionnelle qui se développe, mais qui peut, à la longue, amener à l'anxiété ou à la dépression. Et je dirais, au fait, le contraire aussi est vrai. Parfois, quand on vit une longue période de dépression, ce que la posture faisait, ça développe des douleurs physiques qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Donc, parfois, l'émotionnel aussi peut amener dans une douleur physique chronique. Mais l'intensité et la longueur de la douleur, c'est ce qui compte pour moi. Les composantes cognitives. Et ça, c'est le plus, je dirais, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, mais c'est l'ensemble des processus mentaux susceptibles d'influencer la perception. Donc, j'ai ma perception de la douleur. Si je mets ma main ici et je sens que ça fait mal, comment j'interprète le « ça fait mal », c'est ce qu'on appelle la composante cognitive. Je peux mettre ma main ici, et c'est ce que Glenn disait tantôt, je vais l'ajouter ici, c'est, ça se peut que là, ce que je sens, c'est une douleur ici, et une douleur ici, parce que, bon, pour aller dedans, je pousse trop, pas correctement. Si je vous demande, ça c'est mal, si je me demande à moi, parce que là je vais me prendre un exemple, la douleur est combien? Je peux dire la douleur est 7 sur 10. Ça, c'est ma perception de la douleur. C'est la quantité et la qualité que j'ai de la douleur. L'intensité, je dirais 3. Donc, avec une quantité de douleur 7 et une intensité 3, je suis confortable. Oui, ça fait mal, je sens la douleur, mais c'est confortable. C'est ça ce qui arrive, le contraire qui arrive avec la douleur chronique. C'est qu'on perd cette notion de douleur soutenable. On est tout le temps pris avec l'idée de la douleur intense. Et on oublie, on développe des processus d'attention et de détournement de l'attention. Donc, je ne fais plus attention à ma sensation maintenant. J'ai tout le temps dans ma tête la sensation aiguë. Parce que, en tout cas, on va revenir tantôt, j'ai même peur de mettre ma main et de mettre de la pression ici parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Et comme je dis tantôt, on a peur, on veut à tout prix éviter la souffrance, donc la peur d'avoir peur ou la peur d'avoir mal ici fait en sorte que je vais développer, ma main va ne pas aller ici. Et je parle de ça, ça va être au niveau mental. Donc, je vais détourner mon attention sur la douleur comme telle, je vais la amener ailleurs.
Je vais faire des interprétations et des valeurs attribuées. Non, 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 je ne peux pas le faire comme ça va faire toutes sortes de choses. L'anticipation est référence à des expériences douloureuses, personnelles ou observées. Non, 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 non. Je ne peux même pas penser à aller là. Parce que j'ai déjà vécu de la douleur. Et ce que je dirais pire, c'est la douleur observée. Parce que, comme j'ai expliqué, on a une interprétation de la douleur. Parfois, ça fait plus mal de voir quelqu'un souffrir que de souffrir moi-même. Parce que j'exagère la sensation dans ma tête. Moi, ça se peut que ça me fasse pas mal, mais à le voir, j'anticipe toutes les sensations qui peuvent avoir lieu. Et ça, c'est encore plus douloureux parce qu'il y a de l'exagération, il y a de l'anticipation, il y a de l'inconnu là-dedans. Et l'inconnu, ça fait toujours peur. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Et quand on ne peut pas le savoir, on bague. Donc moi, je pense qu'il y a, oui, mon expérience, mais il y a la peur. Ah non, 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 je connais tel qui a eu telle chose, donc j'interprète, ça peut faire que j'anticipe, oui. Juste pour ajouter à ça, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus peur de le faire. Mais notre corps nous dit quand pas le faire, par exemple. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, oui, mais ça revient à ce que Glenn disait, comment on développe aussi à notre corps. Moi, je ne parle pas quand il y a une douleur aiguë. Moi, je parle que mon corps me dit, non, je ne peux pas le faire, mais je peux essayer. Parce que dans les techniques tantôt que je vais expliquer, si j'ai mon attention à, OK, mon genou, j'ai une blessure dans mon genou. Oui, oui, mais je veux rajouter parce que ça va venir d'aller dans le même sens. Mon genou, oui, j'ai une blessure ici qui me fait mal même maintenant. Si j'apporte mon attention tout le temps sur mon genou, je ne pourrais pas aller nulle part. Et ça m'est arrivé pour un moment où je suis restée à la maison oui, c'était en aggravation. Donc, oui, ça se peut que mon corps arrive à un moment me dit, tu ne peux pas bouger. Mais plus je mets le focus sur juste ce point, moins je suis fonctionnelle. Donc, oui, il y a une limite, mais l'idée, c'est, OK, à quel point, comme Glenn disait, bon, j'ai une blessure aux épaules ici, ça c'est nouveau, à quel point je peux amener mon bras ici ou non, et est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir tout ce qui fonctionne dans mon corps, à la même manière, à 100%, où le 90% peut faire l'affaire. Donc, ça va être une autre interprétation. Donc, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aménage, comment je fais au fait pour gérer c'est ça la gestion de la douleur. C'est comment je fais pour gérer ça. Est-ce que je porte toute mon attention là-dessus ou je lui donne l'importance que ça lui prend et il y a d'autres composantes dans la vie qui peuvent intervenir, oui ou non, parce que d'autres composantes peuvent ajouter sur ce facteur-là aussi. Décision sur le comportement à adopter, c'est ce que à peu près je viens de composer. Composante comportementale, c'est l'ensemble des manifestations verbales et non verbales observables chez la personne. C'est un moyen de communication avec l'entourage. Et quand je dis ça, on vit dans des patterns familiaux tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, on vit avec des gens, on vit avec des familles, on vit avec le travail, on est tout le temps en relation. Et dans toute relation, on développe un pattern. Si je suis trop gentille, les gens m'aiment parce que je suis trop gentille. Si je suis trop bête, les gens m'aiment pas parce que je suis trop bête. Donc, je développe des patterns à n'importe comment j'agis. Quand on a une composante de douleur chronique, émotionnelle ou physique, je change mon moyen parce que j'ai mal. Et là, je souffre. Et là, je peux avoir des comportements physiques, verbaux ou non verbaux, qui font en lien que mes comportements avec les autres vont changer. Si j'ai tout le temps mal et je ne peux pas bouger et je m'assois tout le temps comme ça, à un moment donné, mon conjoint va tout faire et à un moment donné, Nadine, fais de quoi, arrange-toi. Donc, ça se peut que je vive, que ça change ma relation avec l'entourage. Là, je prends l'exemple exagéré au maximum, mais ça se peut que je change mon comportement et ça se peut que ça amène à des nouveaux patterns qui vont m'amener à des comportements qui
qui peuvent me donner des bénéfices secondaires, ce qu'on appelle en psycho des bénéfices secondaires. Donc, ce qui peut m'amener que quand j'ai mal, le monde peut s'occuper de moi plus. C'est le fun. À même un certain moment, parce que à un moment donné, les gens, ça leur tente moins de s'occuper de moi. Donc, on tombe dans une autre dynamique. Ben là, c'est comme les gens se sentent obligés. Donc, il y a des comportements qu'on adopte qui font en sorte que ça m'amène un soulagement quelque part, mais qu'après, ça tombe dans des patterns qui seront plus fonctionnels non plus. Donc, et c'est là où on commence à tomber dans des bénéfices, ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Mais parce que c'est comme ça qu'on a établi ça, on oublie comment c'était dans le passé et on reste pris avec ça. Et comme tout, on a peur de changer, donc on reste dans ça. Et au fait, c'est tout ça ce qu'on travaille en thérapie. Tout ça. Moi, je ne peux pas travailler la douleur comme telle, un peu, mais ça, ce n'est pas quelque chose c'est tout ça que je travaille. Et c'est tout ça qui fait en sorte que je souffre plus ou je souffre moins à cause de tous les autres facteurs qui vont se rajouter. Donc, le grand schéma de la blessure, ça, au fait, et quand je dis blessure, je répète, pour moi, la blessure, c'est psychologique et émotionnel. Je m'excuse pour les couleurs, mais je n'avais pas le choix de... je ne pouvais pas jouer là-dedans beaucoup plus. Donc, je vais aller dans ce premier cycle en premier, qui est le coping, dans le sens de trouver des points... le coping en français, c'est s'ajuster. Donc, trouver des moyens de s'ajuster positivement. Parce que quand on est en douleur, quand on vit une souffrance, le cerveau a tendance plus à aller dans le négatif que dans le positif. On est plus à l'aise dans... Ça prend plus d'efforts physiques, mentaux, de se tenir debout. Essayez-le. De se tenir debout, ça prend un effort. Donc, quand on est déjà en souffrance, on n'a pas la notion d'avoir la quantité d'efforts qu'on a. Donc, ça, c'est le schéma le plus, je dirais, rare. On n'y va pas. On trouve des moyens, mais ce n'est pas toujours évident de trouver des moyens de coping positifs. On y va plus dans ce qui est... Parce qu'on souffre à la base. Ce n'est pas qu'on a le goût de ne pas aller bien. C'est qu'il y a une souffrance qui vient là. Il y a une détresse qui est présente. Mais cette détresse fait en sorte qu'on ne développe pas ce pattern facilement. Donc, il y a le coping positif, il y a la reconfrontation progressive, la récupération et réactivation. Ça, on n'est pas là. Dans l'autre côté, il y a le catastrophisme, douleur de la blessure, ça existe, l'évitement, déconditionnement, et là, on part dans tous les aspects vraiment de la dépression et qui font en sorte que... Et là, on tourne dans un cercle vicieux, parce que plus je suis en dépression, plus j'ai mal, plus j'ai mal, plus je suis en dépression. Donc, on tourne, ça devient de plus en plus douloureux, de plus en plus difficile. Donc, c'est cette partie-là que je vais expliquer plus, avec les points qui font en sorte qu'on développe ce mode de fonctionnement mental pour aller là. Question rapide. Est-ce qu'il peut y avoir, parce que j'ai certains clients qui sont dans les forces armées. Qui font? Ils sont dans les forces armées. OK. Donc, eux, ils développent des douleurs mentales, psychologiques. Ben, c'est ça. Moi, j'ai dit une douleur. Oui. Pour moi, une douleur, ce n'est pas toujours physique. Un trauma, c'est une douleur mentale qui peut agir sur le physique, qui peut faire le même effet qu'une douleur physique, qui peut être traitée de toutes les manières, de tout ce que tu veux, là, avec physio, masso, douleur dans le dos. Le stress a cet effet, et c'en est un des facteurs qui va venir. Quand je dis tout n'est pas juste physique pour moi, tous les facteurs psychologiques peuvent agir sur le corps de la même manière qu'une blessure physique, parce qu'on est vraiment connecté. Et à un moment donné, quand on n'est plus capable de gérer l'émotionnel, c'est le corps qui va l'exprimer. Quand je vis un stress, quand je vis de l'anxiété, au fait, c'est mon cœur qui bat vite. Avec tout le schéma de pensée qui vient avec, mais comment moi je le sens mon cœur qui bat vite. Je sens mes muscles qui crampent. Je sens ma respiration. Donc, le cœur exprime la douleur. C'est pour ça, pour moi, une douleur, une blessure, une douleur chronique, ce n'est pas une douleur nécessairement physique. Et comme je dis au début, c'est subjectif. Je peux vivre le même stress que toi, on ne va pas réagir de la même manière. Moi, ça peut que ça m'amène à une dépression, toi, ça peut faire comme...
et tu continues ta vie. Donc, et c'est ça ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'on ne vit pas les choses de la même manière, mais que si ça me fait une dépression, ben, c'est à moi de voir qu'est-ce qui fait. Et c'est là que je vais dans le sens, on y va dans le même sens, dans le sens, c'est à moi de prendre responsabilité, de faire ce pattern et de le détruire pour aller dans l'autre côté. Ça ne veut pas dire que la douleur va partir, ça ne veut pas dire que je vais devenir comme j'étais avant. Ça va juste dire que je vais m'améliorer dans comment je suis. Je vais m'améliorer dans ma douleur, je vais m'améliorer dans mon bien-être. Donc, pour moi, en psycho, je ne peux pas intervenir sur la douleur, sauf si c'est juste psychique, mais pour moi, c'est d'amener la personne à avoir un mieux-être. Et quand je suis en mieux-être, mes souffrances physiques et psychologiques vont diminuer aussi. Donc, on va revenir souvent à celle-là, les facteurs cognitifs. C'en est les pires ennemis de la vie. Et on n'a pas juste ça dans les douleurs chroniques, on a ça dans tout dans la vie. Les croyances erronées, c'est comment j'interprète les perceptions. C'est quoi mes attentes? Quand je vais voir le médecin, est-ce que je m'attends à ce qu'il règle tout mon problème? Quand je vais voir Glenn, est-ce que je m'attends à une résolution? Quand je vais voir Nadine, est-ce que je m'attends à sortir de chez Nadine avec un mood super? Donc, c'est quoi mes attentes? C'est quoi? Et quand j'ai mes attentes qui ne sont pas appliquées ou qui ne sont pas rejointes, est-ce que je fais du ressentiment? Est-ce que je prends ce qui m'appartient? Les croyances erronées, c'est aussi non, je ne fais pas ça comme ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est je prends un facteur et je lui donne une explication qui n'est pas nécessairement la bonne. C'est je l'interprète à ma manière comme ça m'arrange. Et quand je dis comme ça m'arrange, parce que le cerveau évite tout le temps la souffrance. Donc, je l'interprète d'une manière à ce que ça m'évite la souffrance. Donc, je vais dans le plus facile, qui n'est pas toujours nécessairement le mieux. Le catastrophisme. Ma vie est finie. Je ne suis plus capable de rien faire. Ça s'arrête là. Est-ce que c'est vrai? Peut-être c'est mon impression. Peut-être c'est comme ça que je me sens. Mais est-ce que c'est vrai? Je me focalise exclusivement sur les aspects aversionnés de l'expérience de douleur. Oui, mais j'ai mal. Oui, mais est-ce que ma vie est juste mal? Ma vie est juste la souffrance? Non, comme on l'a dit tantôt, et vous semblez tous être d'accord, la phase aiguë, elle ne reste pas longtemps. Donc, ça baisse et il y a d'autres choses dans la vie. Mais l'attention est surtout focalisée sur cet aspect qui ne va pas bien. Je peux poser juste un petit commentaire. Oui. Je pense que parce que ça, c'est vraiment psycho, le deuil de avant, j'avais pas ça. Ça aussi. Alors, c'est catastrophique dans un sens parce qu'on dit ça partira plus. On me dit que ça partira plus. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai ri tantôt parce que c'est pas catastrophique général, mais en même temps, il y a un petit aspect qui fait que j'arrive pas à faire le deuil de la perception que j'avais de ma santé avant. Voilà. Ça, c'est dur. C'est très dur. Mais si je reste aussi avec ça, parce que oui, c'est vrai, je dis c'est vrai, ça veut dire oui, quand j'ai une douleur, ça ne va pas partir. Et même si je n'ai pas de douleur, avec l'âge, on perd des choses anyway. Donc, oui, il y a un deuil à faire. Et si vous voulez, pour aller plus dans le coping positif, ici, ça sera de travailler le deuil. Parce que, oui, je ne reviendrai pas ici. Et si je veux travailler le deuil, qu'est-ce qui me reste? Et c'est quoi l'évolution des choses que j'ai faites? Oui, je ne reviens pas au même niveau de fonctionnalité que j'avais. Je parle au niveau de mon genou, par exemple. Mais je suis quand même capable de venir au travail, de faire du vélo, de faire du yoga. Donc, OK, il me reste des choses à faire. Donc, si j'amène la slide d'avant, c'est comment j'amène mon attention. Si j'amène mon attention à juste qu'est-ce que je ne pouvais pas faire dans le passé, c'est sûr que je vais rester avec ça. Et ça va m'amener à plus de stress, ça va m'amener à plus d'autres choses et le cycle va reprendre. Donc, il y a d'autres aspects à y aller là-dedans. Mais oui, c'est un très grand deuil aussi à faire. Il y a des périodes. Quand on se lève le matin, comme vous disait, le stretching. On va faire du fuzz. Donc,
la généralisation, le tout ou rien. Ça aussi, je trouve que c'est l'un des distorsions cognitives qui est le plus important. Ça va bien ou ça va mal. Il n'y a pas des zones grises. Ben, dans une journée, je peux me réveiller avec ça va très mal, avec comme. Et je peux arriver à midi, ça va correct, et retomber le soir où ça va mal. Mais on a plus la tentation de faire de la généralisation. Et ça, je ne dis pas juste dans la chronique, on le fait dans tout. C'est comme, ah, j'aime pas mon travail, rien ne fonctionne dans le travail. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier. Le tout ou rien. Je fais ça quand je serai guéri. Donc, je prends le package au complet ou je le divise en petits morceaux et je règle un morceau après l'autre. Non, non, non. Je ne peux rien faire maintenant. Je fais ça une fois que je suis guéri. Je fais ça où mon genou fonctionne complètement. Mais il y a des choses que je peux faire entre-temps. Il y a des choses que je suis capable. Je suis toujours en mesure de le faire. Donc, mais si je suis capable de le faire, ça m'amène à avoir plus de positif. Ça m'amène à aller plus dans une meilleure qualité de vie. Mais si j'associe, au fait, moi je le dis, c'est des nœuds, un après l'autre, mais on a l'impression, et quand je dis une impression, ça veut dire que ce n'est pas toujours vrai, que c'est un bloc en béton. Tout ou rien. Non. Mais effectivement, c'est des nœuds. C'est des petites choses à l'intérieur et qui sont peut-être interreliées ou non. Donc, si j'enlève un nœud, l'autre va rester un nœud. Mais ça veut dire que le lien que j'amène d'un point à l'autre n'est plus nécessairement ce que j'ai besoin. Mais on fait ces liens avec ces croyances erronées. Non, 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 je peux pas faire ça parce que ça va m'amener à avoir plus mal. Et si j'ai plus mal, ça veut dire que je vais aller à l'hôpital. Et si je suis à l'hôpital, ça veut dire qu'il va me donner plus de PC. Et ça veut... Là, j'ai fait une chaîne qui est peut-être plus grosse que le building au complet ici, des croyances erronées qui ne sont pas nécessairement liées, qu'on peut délier, qu'on peut travailler juste un facteur séparément de l'autre. Trappe de pensée et le self-talk. Le trappe de pensée, c'est comment on se parle. Et en général, on est bon à ne pas bien parler à soi-même. Donc, on amène tout ce qui est négatif. Ah, j'aurais dû être capable de faire ça, mais je n'ai pas pu le faire. Non, tu n'es vraiment pas bonne. Donc, déjà, je me traite de pas bonne et je suis bonne à rien. Je fais vraiment rien de bon. Ça y est, ma vie est finie. Donc, mais c'est comme ça qu'on se développe nos pensées. C'est au lieu de la ramener à l'expérience de « j'ai juste pas bien préparé ma présentation aujourd'hui ». C'est bien préparé, je vous dis. Mais c'est vraiment comme ça qu'on le fait. C'est comme, je prends un facteur où moi je juge que ce n'est pas assez et j'enlève tout le crédit de ce qui m'appartient. Toutes les bonnes choses que je fais et je suis bonne à rien. Et là, je rentre dans un autre pattern que je vais parler tantôt de m'autodétruire qui va faire en sorte que je ne suis pas en forme, que je n'arrive pas à me lever. Donc, ça, c'en est un nœud, l'autre nœud. Bon, si je suis capable de ramener les choses à leur propre perspective, je viens de défaire un nœud. OK. Je ne suis pas si nulle que ça, j'ai juste eu une mauvaise journée. Ça ramène les choses en perspective. Et ça peut faire en sorte que, quand j'ai les choses en perspective, c'est moins catastrophique. Et ça peut faire en sorte que je change mes croyances. Donc, c'est comme ça qu'on défait plus ça. La préprogrammation, c'est « je le sais, tout le monde me dit, je ne peux pas faire ça ». As-tu essayé? Non, mais je le sais, je vais faire de l'anxiété. As-tu essayé d'ouvrir la porte? Oh non, je le sais, je te le dis. Oui, mais as-tu essayé? Est-ce que tu veux qu'on l'essaye? Mais je le sais, mais on ne l'a pas essayé. Donc, je suis déjà préprogrammée à l'échec, à la douleur, ça ne va pas marcher. Trac, 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 trac. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Ah, je vois des têtes qui font, enfin, quoi que c'est bon. Donc,
Les facteurs, donc ça c'est les 2 points de la douleur qui descendent directement de la douleur. Les facteurs anxio-dépressifs, je vais commencer avec les types de personnalité. On est chacun différent, on a des types de personnalités différentes, on a des mécanismes de défense différents. Quand je dis des mécanismes de défense, les mécanismes de défense font en sorte qu'on se protège pour quand on sent qu'on est envahi par un danger. Le danger peut être physique, émotionnel, une douleur, une souffrance, je pense qu'il va me quitter ce soir, je ne veux pas rentrer chez moi, tout ce que vous voulez. Donc, c'est comment on développe le mécanisme de défense. Et ça fait en sorte que si je suis plus apte, si je suis de nature plus anxieuse, ou si j'exagère, donc ça va faire en sorte que je vais prendre ce qui m'arrive et l'amener dans mes mécanismes de défense à moi. Donc, je peux exagérer ce que je vis ou je peux aller dans le déni. Non, il n'y a rien. D'un extrême à l'autre. Et il y a des choses en centre. Donc, il y a des zones grises, mais c'est d'habitude comme ça qu'on y va. Il y a les enjeux familiaux et identitaires. Si je suis père de famille ou mère de famille ou responsable de, et là, je viens d'avoir une douleur qui fait en sorte que je ne suis plus capable de fonctionner, ben, l'image que j'ai de moi, ça va être affecté aussi. Donc, l'image de je suis en forme, je suis capable, fait en sorte que je vais peut-être m'asseoir et me sentir, je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas bonne, que ce que je dois faire et ce que j'ai, l'image de comment moi je veux être, n'est pas atteinte. Et ça va m'affecter dans comment je suis, ça va m'amener à la dépression parce que comment je me projette comme personne fait en sorte que c'est comme ça que je me réalise, c'est comme ça que je m'affirme, c'est comme ça que je me présente au monde. Alors, si je sens que je ne rejoins pas ça, c'est sûr que ça va m'amener à avoir plus de stress et plus de difficultés. Ça peut aussi m'amener à avoir de la déception et de la honte parce que, oui, j'ai mal, mais dans ma famille, on ne peut pas dire que j'ai mal. Ou si j'ai mal, ben là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ou si je fais de l'anxiété, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ça peut m'amener dans toutes sortes de patterns de pensée et ça peut m'amener aussi à avoir du stress. Et que le stress, ça va devenir généré sur tous les aspects de la vie. Vice-versa, le stress peut ne pas aider la douleur chronique aussi. Question? OK. Ce qui peut amener à la peur du mouvement et l'évitement phobique. Donc, serait fondé sur des convictions erronées et des croyances concernant la douleur. Si la douleur persiste, c'est qu'une maladie grave évolue. Alors que ça se peut que, comme Glenn avait dit, on n'a pas su c'est quoi la cause. Donc, oui, j'ai toujours mal, mais parce que je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne gère pas le problème, mais l'une des croyances erronées peut être que non, mais si ça reste, ça va me faire mal, c'est beaucoup plus grave, et ça fait en sorte qu'une activité physique ou travail risque de l'aggraver. Donc, si j'ai mal et je ne sais pas pourquoi, et je fais ma pression sur la main, non, ça va faire encore plus mal. Donc, on veut aller dans l'évitement. Ce qui fait qu'on développe une peur de mouvement, ou l'évitement phobique, ce qu'on appelle. Donc, on n'y va pas dans où on pense que ça va faire mal. Ça veut dire, ça se peut, rappelez-vous l'anxiété, qu'on ne peut pas ouvrir la porte, mais as-tu essayé? Non, hein? Donc, c'est ça l'évitement phobique. On développe une peur. Et la peur est irrationnelle. Donc, on n'a pas une raison d'expliquer la peur. On sait juste que ça fait peur, mais on ne peut pas aller là parce que ça fait peur. Et on rentre dans un cercle vicieux où j'évite même de faire ce qu'il y a à faire. J'évite même d'évaluer le besoin. J'évite même d'évaluer le degré, l'intensité. Est-ce que ça me fait mal 100 sur 100? Est-ce que je suis encore fonctionnel? Donc, on y va vraiment dans l'évitement parce que ça fait trop peur et on ne sait pas quoi faire avec. Et ça peut mener à la perte d'autonomie et au pouvoir personnel. Donc, je perds de mon pouvoir sur moi-même, je perds de mon pouvoir sur ce que pense que je peux faire, je perds le pouvoir sur qu'est-ce que je suis capable de faire. Et ça peut amener vers d'autres choses aussi dans tout le cercle de la dépression et l'anxiété. Donc, est-ce que vous avez des questions?
Ouais. force de vivre. Oui, Pas nécessairement la douleur physique, là, si on n'en dure pas longtemps, mais ouais, je pense que oui. est-ce que ça se développe? Moi, je trouve que je l'ai beaucoup développé. Ouais, on développe l'endurance. Mais en On même la temps, développe. là, c'est quand même là. On développe l'endurance dans les deux sens. On développe l'endurance dans le sens je tolère moins la douleur ou je tolère plus la douleur. Donc, on peut aller dans l'un sens comme dans l'autre. Donc, si je développe la tolérance, l'endurance dans le sens de je tolère moins, donc la moindre petite douleur me fait beaucoup plus mal. Si je la développe dans le sens de j'endure plus, ça me prend beaucoup plus de douleur pour sentir la différence. Mais ça, oui, on peut le développer. Et ça, c'en est un mécanisme de défense parce que, à un moment donné, je veux aller de l'avant. Donc, ça fait que j'endure plus de douleur. Et ça fait que, ben oui, et ce que Glenn disait, je boite et je développe tous les mécanismes de défense et je développe tout ça, mais je veux aller de l'avant. Et c'est là où on dit que, oui, d'aller chercher la cause, que ce soit la cause psychologique ou la cause physique, fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'aller là. Parce que ce qu'on trouve comme mécanisme de défense à la base, c'est pour éviter la souffrance, pour éviter la douleur, pour ne pas sentir ça. Donc, on trouve des moyens qu'on a besoin, qu'on trouve efficaces sur le coup. Mais ça fait en sorte que ça ne règle pas le problème. Ça nous amène dans d'autres cycles. D'autres questions? Oui? Je vois qu'on est en train de filmer. Est-ce qu'on peut avoir l'intégral de ça dans un jour? C'est pour ceux qui veulent, on va envoyer une copie de l'histoire si vous voulez. On peut faire une copie pour tout le monde. Vous pouvez vous l'envoyer par courriel aussi. Oui? Juste pour être sûr, j'ai bien compris encore. Ça peut s'appliquer autant au niveau de la physique que de la douleur émotionnelle. On parlait de système de défense tout à l'heure, pas dans ce cas-là, de zone de confort. Une zone de confort, je pense, pour un être humain, c'est normal de réagir de façon négative. La question est, est-ce que vous savez pourquoi l'être humain réagit comme ça? Vous êtes toujours dans la phase négative au lieu d'aller dans la solution. On ne veut pas toujours rester dans la phase négative. J'ai dit, on développe des mécanismes de défense ou la zone de confort. On développe des mécanismes pour trouver une zone de confort quand on est face à un inconfort. Et si la douleur est aiguë, oh, et quand je dis douleur, je parle de douleur émotionnelle, donc je veux développer quelque chose de fort pour me protéger. Et quand je dis me protéger physiquement et émotionnellement, parce que si mon intégrité émotionnelle est en danger, c'est encore pire que mon intégrité physique. Donc, je développe un mécanisme de défense qui est fonctionnel sur le coup, certain. Quand je dis que ça va aller dans le sens négatif, parce que sur le coup, ça a fonctionné. Est-ce que c'est toujours efficace dans le futur ou à la longue? Non. Ce qui arrive, c'est que vu qu'on a pris ce chemin, ben, ça a fonctionné. On reste et on y va là-dedans. Mais en étant là-dedans, on développe. Comme d'aller dans le positif aussi. On développe. Plus je vais dans le positif, plus je développe des choses. Donc, ce n'est pas qu'on veut créer des négatifs. On veut aller dans l'avant, mais on ne le sait pas non plus. Donc, c'est pour ça que, oui, on a besoin de toutes ces informations pour, OK, comment je fais pour m'en sortir? Donc, Ça serait plutôt de dire qu'on va tout dans la facilité. dans la facilité, mais je dirais plus dans ce que j'ai trouvé sur le coup pour me protéger. Qui peut être parfois, si je vois un accident de voiture qui arrive et je fais ça, et je reste comme ça, ben sur le coup, c'était ça qui m'a protégée. Et au fait, le IMDR, c'est ça ce qu'il travaille, parce qu'on garde, notre corps garde toutes ses mémoires. Donc, je reste figée avec ça, et ça peut m'amener à avoir des douleurs physiques et émotionnelles, mais sur le coup, c'est ça ce qui m'a protégée. Et je ne sais plus quoi faire d'autre. Donc, ça prend toute cette pattern de changement de pensée pour arriver. Ça va ensuite. Oui. Moi, c'est plus un commentaire. Là, ce que je trouve personnellement très difficile, c'est la fatigue qui est liée à tout ce stress
là, à Ouais. ces émotions qu'on vit suite à Tout des à fait. accidents ou des traumatismes, peu importe. La gestion de la fatigue, c'est bien de faire de la gestion de douleur, mais comment on peut gérer notre fatigue ultimement? Parce qu'écoute, que ce soit dans un sens positif, que ce soit dans un sens négatif, c'est très présent. Comme tout. Ça veut dire, moi je donne l'exemple du... ça me prend peut-être 2 fois rater mon gym pour ne plus y aller. Le gym. J'ai besoin juste de ne pas y aller pour 2 fois. Et je ne peux plus ne plus y aller pour un bout. Mais ça me prend 50 fois d'y aller pour intégrer un pattern. Donc la fatigue, c'est là. C'est plus... Il faut le faire. À un moment donné, ça prend un effort conscient d'aller dans le sens de ce qui est plus difficile, de le gérer avec la dose. La première fois, je fais ça, OK, je suis fatiguée, après une demi-heure. La deuxième fois, je fais ça. Donc, c'est de faire, mais ça prend cet effort, oui. Comme, finalement, un peu comme tout à l'heure, qu'est-ce que disait Glenn, par rapport à l'amplitude de mouvement, Oui, ouais, y aller petit à petit. Et une fois qu'on est rendu là, ben, on le développe aussi. De rien. Blair? On va prendre une décision, une action qui est bonne pour nous en court terme, mais si on reste là-dedans, ça peut être positif comme court terme. Oui. Si on va toujours dans le même sens, est-ce que ça marchait bien la première fois, court terme, si on continue là-dedans, c'est quelque chose qui est positif, qui est bien négatif à l'avance, ça fonctionne. Oui. C'est Oui. C'est ça. Ouais. Oui? Est-ce que dans le phénomène de douleur, est-ce que la gestion de la prise des médicaments influe beaucoup sur soit sur la tolérance, soit sur le fait que j'ai besoin de médicaments pour apaiser ma douleur? Personnellement, ça c'est mon opinion personnelle. Je dirais la douleur, oui, on prend des médicaments, mais à quel point la douleur, le médicament devient le règle-tout problème. C'est à quel point je suis plus capable de tolérer aucune douleur. Ça veut dire, est-ce que je veux me geler avec les médicaments pour sentir aucune douleur? Parce que si je me gèle avec les médicaments, je me gèle avec mes émotions aussi, avec mon mental. Ou est-ce que je peux me garder cette réserve de, oui, j'ai besoin de médicaments, je ne dis pas non, mais me garder cette réserve où je peux tolérer, je dirais le mot toffé aussi, un 5% de douleur sur lequel je peux travailler. Donc non, je ne suis pas pour la souffrance, c'est comme Glenn a dit, mais à quel point je garde une marge de manœuvre pour que moi, je puisse travailler sur ma douleur, ou est-ce que je prends une pilule et ça règle toutes les douleurs. Donc pour moi, c'est là où, et ça c'est un choix personnel. Ça c'est mes convictions à moi, mais c'est chacun avec son choix aussi. Personnellement, je dirais comment pas, qu'il n'y en a pas de médicaments qui fonctionnent. Alors, je ne peux pas dire ça avec tout, ça en prend un minimum pour gérer le maximum, mais il n'y en a pas qui règlent. Mais Glenn et moi, on croit que non. C'est pour ça qu'on parle de ça, parce qu'on trouve qu'il y a d'autres moyens aussi qui peuvent alterner. Ça revient un peu à la même chose. Faites la cause, pas juste la symptôme. Donc, je vous remercie. J'espère que ça a répondu à des questions. Et au plaisir. Au revoir.